venue en France de l'équipe du Brésil a toujours créé la sensation. Cet engouement, on le retrouve dès le premier déplacement à Paris de la Seleção en 1963. Et pour cause, la France retrouve à domicile l'équipe qui lui a barré la route de la finale de la Coupe du Monde 5 ans plus tôt en Suède lors du premier face-à-face franco-brésilien. Surtout, elle accueille des Brésiliens désormais double champions du monde en titre après leur victoire au mondial chilien. Pour Pelé, attention mes enfants. Oh là là là. Herbin, Doul, Wisniewski. Ah, nous l'avons assez attendu ce but. Attention à Pelé. Oh là 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 là. La victoire des Brésiliens au stade de Colombes, assurée par un triplé de Pelé, tel est donc le coup d'envoi officiel d'une longue histoire qui se poursuit jusqu'au Stade de France, où les Bleus sont à leur tour sacrés champions du monde. Pourtant, on trouve dans les archives la trace d'un match franco-brésilien joué près de 40 ans plus tôt, en 1925. Alors de quoi peut-il s'agir ? En 1925, la télévision n'est encore qu'un projet dans les cartons des ingénieurs. De telles images sont destinées aux salles de cinéma. À l'âge d'or du muet, chaque film est précédé d'une séquence d'actualité, un résumé en musique des événements marquants. Mais comment mettre un nom sur ce match ? Avec ses grandes publicités sur le toit, le lieu peut être identifié. C'est le stade Buffalo, situé à Montrouge, au sud de Paris, et disparu du paysage en 1957. La clé pour identifier ces images se trouve sur ce plan. Ce logo, sur le maillot du gardien brésilien, réunit les 3 initiales du club Atlético Paulistano, un club originaire de Sao Paulo, disparu en 1930. L'État de Sao Paulo est le berceau du football brésilien. Il y a été introduit à la fin du 19e siècle par des Européens venus en masse lors de l'essor de la plus grande agglomération d'Amérique du Sud. Sao Paulo et son port de Santos forment alors le cœur économique du Brésil, devenu le premier producteur mondial de café. Le championnat de Sao Paulo a une histoire bien plus ancienne que le championnat national qui se superpose depuis 1971 aux championnats locaux. Ces clubs, comme les Corinthians ou le Santos FC, où ont évolué Pelé et Neymar par exemple, sont parmi les plus renommés du pays. De son côté, le club Paulistano, fondé en 1900, a remporté 11 fois le titre de champion de l'État de Sao Paulo jusqu'à sa disparition en 1930. En 1925, c'est une des meilleures équipes d'Amérique du Sud. Mais pourquoi traverser l'Atlantique en 1925 pour un match de gala, à une époque où il faut 3 semaines pour franchir l'océan ? La réponse se trouve précisément dans la région parisienne. En mai 1924, ils sont organisés les Jeux Olympiques. Le football international prend une nouvelle dimension avec la première participation d'une équipe d'Amérique du Nord, les États-Unis, et d'Amérique du Sud, l'Uruguay. Et pour leur coup d'essai, les Uruguayens décrochent la médaille d'or, stoppant l'hégémonie européenne. Une révélation et le début d'une domination sud-américaine de 10 ans sur le football mondial. Dans la foulée du triomphe au JO de 1924, la fédération uruguayenne organise une grande tournée européenne de promotion de 5 mois pour son meilleur club, le Nacional Montevideo. Aussitôt, les voisins argentins et brésiliens adoptent un projet similaire. L'Argentine envoie ainsi le club de Boca Juniors pendant plus de 3 mois pour une mission de 19 matchs en Espagne, en Allemagne et en France. Le Brésil enfin confie de son côté au club Atlético Paulistano le soin de représenter le pays pour 10 matchs, dont 7 en France. En février 1925, débute ainsi une grande tournée sud-américaine à travers l'Europe, une étape importante de la mondialisation du football. 3 paquebots quittent les ports de Buenos Aires, Montevideo et de Santos pour 3 semaines de traversée. Dès son arrivée à Gênes, l'équipe uruguayenne du Nacional Montevideo file sur Paris et donne le coup d'envoi de cette tournée. Elle remporte le 8 mai un premier match face à une sélection de la Ligue de Paris, à Colombes, devant 30 000 spectateurs. L'équipe argentine de Boca Juniors arrive en Espagne pour une tournée qu'elle boucle le 7 juin par un dernier match en France avec une victoire face à une sélection d'Île-de-France. Quant aux 20 joueurs brésiliens, ils débarquent à Cherbourg, arrivent à Paris Gare du Nord et débutent leur tournée le 15 mars avec le match qui nous intéresse.
L'équipe de France, qui a alors 20 ans et 63 matchs au compteur, prépare un déplacement en Italie. Ce match contre le club de Sao Paulo est une revue d'effectifs avant les 3 rencontres officielles de son calendrier de 1925. Avec 19 sélections, le joueur du Red Star Philippe Bonardel est de loin le plus capé du groupe. Il retrouve à ses côtés plusieurs joueurs convoqués pour la première fois. Fidèles à l'organisation classique de l'époque, en pyramide, les 2 équipes alignent chacune 2 défenseurs, 3 milieux de terrain et 5 attaquants. Ce qui fait aussi de ce match un témoignage intéressant, c'est qu'il se situe juste avant une des grandes réformes de l'histoire des lois du jeu, celle de la règle du hors-jeu. Jusqu'alors, tout joueur avait l'obligation d'avoir devant lui 3 adversaires, sous peine d'être signalé hors-jeu. La condition de cette règle passe en juin 1925 de 3 joueurs adverses à 2, soit sa forme actuelle. Cette réforme, destinée à accroître le nombre de buts par match, va bouleverser l'organisation tactique des équipes et mener au football que nous connaissons. Face aux Brésiliens, cette équipe de France, manquant d'expérience, parvient à ouvrir le score. Après une demi-heure de jeu et un doublé de Charles Bardot pour sa première sélection, les 2 équipes sont à égalité de partout. Puis, c'est un festival offensif brésilien où brille l'attaquant Arthur Friedenreich. Première star du football brésilien, le Tigre, comme on le surnomme, serait, dit-on, le premier à avoir inscrit plus de 1000 buts dans sa carrière. Il signe en tout cas un triplé lors de cette victoire face aux Bleus. Alors quelle suite pour cette rencontre? Surnommés les rois du football par la presse après leur succès, les joueurs de Sao Paulo poursuivent leur tournée avec 6 autres matchs en France. Parmi les tricolores, un d'entre eux obtient sa revanche quelques jours plus tard. Le Sétois Maurice Gallet retrouve en effet la formation brésilienne et participe à la seule victoire française lors de la tournée brésilienne. Avec près de 70 matchs à travers l'Europe face à des sélections nationales et aux plus grands clubs européens comme le Real Madrid ou le Bayern Munich, cette tournée des Sud-Américains marque les esprits. Leur qualité se confirme rapidement. Uruguay-Argentine est l'affiche de la finale des JO 1928. C'est aussi celle de la première Coupe du Monde que l'Uruguay remporte en 1930 devant son public de Montevideo. Cette Coupe du Monde, seul un des 22 joueurs du match au stade Buffalo la dispute 5 ans plus tard, l'attaquant brésilien Araquém. Plus étonnant est le parcours de son coéquipier Marques Guarizi. Naturalisé italien, il remporte l'édition 1934 de la Coupe du Monde avec l'Italie, devenant le premier Brésilien champion du monde, mais sous le maillot de la Squadra. Dans la photo d'équipe des tricolores, figure pourtant un Français qui prend également part à la première édition du mondial. Le soigneur Marco Panosetti, habitué des Tours de France de cyclisme, accompagne ainsi les Bleus à bord du paquebot Conte Verde pour rejoindre l'Uruguay en 1930. Quant au gardien Maurice Cotonnet, il prend part à la Coupe du Monde 1938 organisée en France, avec le rôle de préparateur physique. Une Coupe du Monde où l'équipe du Brésil, présente pour la première fois dans l'Hexagone, se classe à Bordeaux à la 3e place. 60 ans plus tard, la France organise une nouvelle fois la compétition et croise de nouveau la route du Brésil. Mais ceci est une autre histoire.